Au nombre de ces littératures d'Afrique subsaharienne d'expression française, il y a la littérature gabonaise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlons du bal de fin d'année d'Yvette Gracia Isongué. Ici, l'auteur brosse le portrait émouvant d'une adolescence exaltée qui se heurte brutalement à la violence et à l'infidélité. Il s'agit de l'histoire d'Achille. Achille est un élève qui tombe fou amoureux de sa prof d'anglais, Mrs. Mary. Cette dernière ignore l'amour que son élève ressent pour elle et elle lui propose même d'ouvrir le bal de fin d'année. Alors vous êtes professeur des lycées et collèges où vous enseignez le français. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire? Comment est née cette passion pour l'écriture? Je vais dire, est-ce qu'on a même eu... Est-ce que c'est une passion? Je pense que non, c'est une solution. L'écriture, pour moi, est une solution, a toujours été une solution. C'est-à-dire lorsqu'on ne peut pas dire des choses avec les mots à l'oral, il est mieux de les écrire. C'est peut-être une habitude que nous, qui ne sommes pas de la génération télévision, qui sommes restés plutôt des personnes attachées aux livres, nous avons, c'est-à-dire lorsqu'on a envie de dire ce qu'on ne peut pas dire à tout le monde, ou ce qu'on ne peut pas dire devant tout le monde, ben, on le dit dans les livres. Est-ce que le fait d'être en contact permanent avec les jeunes, avec les élèves, puisque vous êtes enseignante, cela vous a-t-il motivé à écrire cet ouvrage? On peut dire que la jeunesse est votre muse. Oui, ça c'est sûr. Hein. C'est sûr que ma pratique en tant qu'enseignante pendant plus de 17 ans, voilà, m'a amené donc à forcément avoir un ferment pour la créativité. Mais il faut aussi avouer que moi, je suis enfant d'instituteur. Et comme je le disais, nous écrivons depuis. On ne savait pas que ça se publiait. Mais nous avons toujours écrit pour nous soulager. Lorsque nous avons quelque chose d'important à dire, nous avions quelque chose d'important à dire, il était nécessaire, quand je dis nous, c'est-à-dire les gens de ma génération, ou peut-être la génération d'avant, il était nécessaire de fixer ça sur des mots et sur une feuille de papier. Et d'ailleurs, une bonne partie du bal de fin d'année, je l'ai écrit d'abord, ce recueil de nouvelles, d'abord à la main, parce que c'est vraiment un contact direct avec la feuille. Oui. C'est vraiment un moment de plaisir. Comme j'ai écrit pas mal de choses, des poèmes, des manuscrits, que j'ai froissés, que j'écrivais pour le plaisir, pour moi-même, mais à un moment donné, il faut publier parce qu'on a besoin de partager et surtout de garder la mémoire. Et donc ce récit, c'est un ensemble de souvenirs, pas seulement autobiographiques, mais de ce que j'entends de l'histoire des gens, puisque mon boulot me pousse à être au contact des élèves et des parents d'élèves, mais me pousse aussi en tant que responsable ecclésiastique à être donc souvent au contact des gens et de la société. Ça pourrait être le cri de n'importe qui. Mais j'ai voulu célébrer l'éducation, célébrer l'adolescence, parce que c'est un moment particulièrement difficile pour qui n'a pas de parents ou d'orientateurs pour l'aider à passer donc ces années entre, on va dire, 10 ans et 25 ans. Voilà. Vous, en tant qu'écrivaine, en tant qu'observateur de la société, vous profitez de votre écriture pour dépeindre les faits sociaux? Oui, c'est-à-dire c'est, on va dire, une écriture sociale, mais à caractère éducatif, dans le sens où je ne donne pas de leçons, mais je suggère. Le lecteur, en lisant, réécrit lui-même son roman à lui, sa nouvelle à lui, parce que tout est suggéré pour que le lecteur, et j'ai travaillé dans ce sens, pour que le lecteur, en lisant, soit en train en même temps d'écrire, soit en même temps de voir, soit en même temps de vivre l'histoire, mais aussi d'écrire la sienne, parce que lorsqu'on met des personnages particuliers comme Achille, Mrs. Mary et bien d'autres, on se dit forcément, ou on s'identifie aux personnages, ou bien on refuse leur identité, et donc on se crée une autre identité automatiquement. Et c'est aussi l'attachement à la langue française, puisque j'ai écrit ce recueil de nouvelles en 2011, même si je l'ai publié très tard.
mais en 2011, je l'ai écrit parce que je célébrais mes 10 ans de pratique pédagogique, donc d'enseignement. Et j'ai trouvé que mon expérience en tant que lycéenne, à l'époque, au collège Val-Marie de Mouila, mon mythique collège que j'ai gardé dans l'imaginaire, parce que dans la réalité, il n'est peut-être plus ça, mais ce collège a été pour moi, on va dire, un ferment de créativité et de choses que j'ai découvertes que je n'aurais jamais découvertes si je n'avais pas été à l'école. Finalement, c'est un moment de célébration de l'école. L'école, lorsqu'elle est bien faite, aide pour la vie, pas juste pour avoir un boulot et de l'argent, mais pour bien se sentir dans son monde, pour se retrouver. Et c'était aussi la célébration de la littérature, puisque dès le départ, on parle de la troupe Mombay, avec la pièce de théâtre de Francis Taïka et Longa. Et voilà, c'est vraiment on va dire, une présentation sublimée de ma propre expérience de lycéenne, mais aussi de l'expérience de plusieurs autres personnes que j'ai entendues, dont j'ai entendu les récits. J'ai fait un mélange. C'est l'histoire d'Achille, ce jeune qui tombe amoureux de sa prof. Un élève de 3e. Un élève de 3e, voilà, malgré la différence d'âge. Oui. Mais c'est un fait social de nos jours. Oui, et heureusement, je l'ai écrit en 2011 et que le président français n'était pas encore président français, parce qu'on m'aurait dit que non, pas du tout. Mais et en plus, la première dame de France, elle était carrément prof de français, donc c'est incroyable. Mais non, mais vraiment, c'est une œuvre que j'ai écrite sur la base de plusieurs données, de plusieurs expériences, et qu'on s'est rendu compte que les enfants ne sont pas suffisamment enseignés. C'est-à-dire qu'on leur donne le cours, par exemple, de français, d'anglais, de mathématiques, mais on ne les éduque pas. Parce que éduquer, ce n'est pas donner de la connaissance. Hein. Le ministère de l'Éducation nationale est devenu... en fait, on scolarise, mais on n'éduque pas. Or, l'éducation doit précéder la scolarisation, ou du moins doit accompagner la scolarisation. Et ce que Mrs. Walker au Lago... Justement, elle l'a compris, vu qu'elle a repoussé les annonces. Elle l'a compris. Oui, pour elle, le jeune Achille a plutôt besoin d'affection maternelle. Exactement. Il confond donc ce manque d'affection maternelle à un amour érotique éventuel. Oui. Et pour son âge, on va dire c'est un peu normal d'avoir toutes ces pulsions, parce que peut-être qu'il a 15-16 ans et qu'il est amoureux facilement par identification, parce que le fait d'idéaliser l'enseignant, parce que l'enseignant n'est pas qu'un enseigneur, c'est aussi une figure. Aussi. Non, c'est aussi une figure parentale. C'est aussi un modèle. Enfin, du moins, il devrait l'être. Et donc, tous nos élèves nous idéalisent lorsque nous sommes, en fait, comme le dit La Fontaine, si notre ramage se rapporte à notre plumage, voilà, lorsqu'un enseignant maîtrise son cours et arrive à bien le donner et est un modèle social, les élèves s'y attachent, voilà, automatiquement. Et donc, ça dépend de quel type d'attachement. Dans la première nouvelle, j'ai voulu vraiment qu'on réalise que l'âge adulte existe et que l'adolescence, c'est un foisonnement sentimental. C'est ce que j'ai voulu aussi célébrer, montrer que dans l'adolescence, on a beaucoup de sentiments, parfois contraires, parfois opposés. La colère, la peur, la joie. Les uns et les autres s'entremêlent et donc c'est un moment où on a besoin d'accompagnement. Donc quand on n'a pas le parent, puisque lui, sa mère meurt par accident, et donc c'est l'enseignant qui, on va dire, intuitivement a pris ce relais, et avec toutes les glissades que ça comporte, voilà. Et comme c'est un récit aussi que j'ai voulu faire c'est-à-dire en enchâssement, plusieurs sous-récits à l'intérieur, notamment selon cette longue analepse sur la vie de Walker, sa jeunesse,
pour voir comment est-ce que la souffrance de sa jeunesse à elle-même, qui a raté enfin, son baccalauréat, qui n'a pas pu réussir à son passage en classe supérieure parce qu'elle est tombée enceinte. Oui, effectivement, j'en viens. Vous abordez d'autres thèmes, notamment le conflit de culture, l'infidélité, la trahison, l'échec scolaire dont la prof, Walker, a été victime quand elle est tombée enceinte en classe de terminale. Voilà. Donc on peut dire qu'ici, vous sensibilisez surtout les filles. Ah oui, parce qu'après tout, c'est elle qui porte la grossesse, hein, et que la grossesse parfois qui empêche de continuer ses études. Tout le monde n'a pas une mère pour lui garder le bébé ou pour et donc elle, dans la naïveté, elle a cru en cet amour parce qu'il y a plusieurs amours. Il y a l'amour érotique. Mais il y a aussi d'autres amours et beaucoup d'enfants ne le savent pas. Ils confondent les effets chimiques dus à causés par leurs hormones à de l'amour. Et donc elle est tombée droit dedans. Elle avait le droit de rêver à cet âge-là, mais elle est allée se livrer et elle croyait que Théo était quelqu'un qui l'aimait vraiment comme il le disait. Mais ce n'était pas vrai. Au contraire, il a décliné toute responsabilité. Donc c'est un moyen aussi de donner de la désillusion à toutes celles ou à tous ceux qui ne sont pas encore tombés dans ce piège. C'est un moment d'éducation pour dire aux jeunes, attention, quand on s'engage à avoir un rapport sexuel, on s'engage à avoir un bébé. Cette année-là, elle a perdu et le bac et le bébé. Et ça, c'était difficile. Les filles sont victimes. Ouais, la naïveté des filles, c'est incroyable. C'est pas qu'il faut douter de tout. Il y a des garçons qui aiment vraiment, mais est-ce que l'amour émotionnel... Elles sont plus exposées à rater leurs études. Oui, mais est-ce que l'amour émotionnel suffit pour donner du bonheur? Non. Même les bonnes émotions peuvent amener des choses qui vous détournent complètement de vos objectifs. Donc, c'est pas tout ce qui est bon qui est consommable. Il y a des choses utiles qu'il faut parfois laisser, même si elles sont utiles, pour faire d'abord d'autres, comme faire des études. Voilà, et donc, elle est tombée complètement des nues parce que, justement, il y a l'imaginaire. Chacun imagine qu'il est aimé par l'autre, mais la réalité est tout autre. Et donc, c'est bon d'être objectif tout en étant dans l'émotion. L'émotion est nécessaire pour la vie, mais il faut savoir vivre dans l'objectivité, savoir qu'il y a des choses qui sont produites et qui peuvent causer des effets. Lorsqu'on s'engage à avoir une relation sexuelle, qu'on le sache avant, qu'on aura des conséquences, pas forcément une grossesse, mais rien que le contact avec l'autre permet de voir qu'on va assumer beaucoup de choses, de responsabilités. Ça lui a fallu 2 années à l'eau. Ah oui, elle a donc perdu son bébé et elle a perdu son baccalauréat. Et voilà. Et donc je crois que c'est ce qui justifie qu'elle est disposée à aider Achille, à ne pas le mener en bateau, à ne pas lui faire croire qu'elle était tout aussi amoureuse de lui en tant qu'adulte, ayant l'âge de sa mère. Son propre vécu lui a fait tirer des leçons. Alors, ce que j'essaye donc de montrer dedans, c'est qu'on ne peut pas répéter sa propre histoire négative. En principe, lorsqu'on a fait les constats de son passé, on doit pouvoir tirer des leçons pour que le futur soit exactement peut-être l'opposé ou bien un peu différent de son passé. On ne peut pas répéter des générations de bâtardises comme ça. Ça, je crois que c'est un peu le sens de la responsabilité de Mary, lui vient de son propre vécu. Et je pense que c'est très important dans notre métier, notre beau métier d'enseignant, d'impliquer le vécu. Et c'est pourquoi même les étudiants, moi je dis quand un étudiant voit qu'un enseignant est désagréable, il est versé vers l'envie de détruire l'élève, mais il a lui-même des problèmes. Et c'est ce que j'ai dit, une de mes petites phrases dedans, c'est que nous sommes tous égaux devant la douleur. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de grands. Même les grandes personnes, vous avez vu Mary, elle est devenue à un moment extrêmement sensible. Oui. À un moment donné, certains de mes lecteurs m'ont dit qu'elle était aussi un peu amoureuse de ce jeune élève et tout. Mais nous sommes une société humaine où on est humain et donc on se donne des lois parce que ce sont les lois et les interdits
qui nous permettent de vivre en société et d'avoir ce qu'on appelle la liberté, avec grand L. Il n'y a pas de liberté sans loi. Et nous sommes des partisans de Rousseau et d'autres, de Flaubert et de tous ces gens qui ont travaillé sur l'éducation. Il n'y a pas d'éducation sans loi. On ne peut pas vivre dans une société où les gens font ce qu'ils veulent. Non. Non, ce serait la jungle. Il faut s'organiser et faire des choix. Elle a fait le choix de ne pas emmener l'enfant en bateau. Il y a des lecteurs, des jeunes lecteurs qui m'ont dit « Mais pourquoi ils n'ont pas finalement... ils ne sont pas passés à l'acte » mais parce que c'était justement volontaire pour montrer qu'on peut être... On a toujours le libre arbitre, même quand on est désarmé. On n'est pas obligé d'abuser de la faiblesse de l'autre pour en profiter. Ça n'apporte rien à personne. Voilà, et donc c'est un ouvrage, je pense que les parents ou les adolescents pourraient aimer, pourraient adorer. Oui, vous parlez des adolescents, mais je ne suis pas critique littéraire comme vous, mais je constate que dans votre ouvrage, vous employez vraiment un français soutenu. Vous vous adressez surtout à l'adolescence. Vous avez pas des gros mots, mais des grands mots qu'il faudra lire avec un dictionnaire à côté. Puisque la jeunesse est votre principale cible, je comprends votre appétit de la langue française, mais ne trouvez-vous pas que vous devriez plutôt écrire dans ce français plutôt familier, dans un registre familier? Bon, moi pour ma part, je dis non, parce qu'en fait, c'est à la médiocrité de venir retrouver l'excellence et pas l'inverse. C'est-à-dire les enfants aujourd'hui sont dans un français familier, pas parce qu'ils le veulent, pas forcément, mais c'est tout ce qu'ils avaient à manger. Ils ne parlent que du tolibangando, ils sont tous versés vers la facilité à cause de cette sédentarisation de l'enfant qui passe toute sa vie devant les écrans et qui ne fait pas en fait de travail, il ne fait pas d'effort. Or, la lecture est un effort, c'est un travail intellectuel. Et donc, nous, ce qui nous plaisait dans la lecture de la comtesse de Ségur, voilà, de Ivanhoé, Alexandre Dumas et tous ces écrivains de la bibliothèque, voilà, au lycée, c'était qu'on découvrait de nouveaux mots. Donc, c'est aussi un moment de découverte. Donc, ce n'est pas une écriture. Mon fils, quand il était en troisième, mon fils a lu mon bouquin et il était émerveillé. Il a rigolé, il a cherché et il s'est fait un nouveau vocabulaire. Donc, en tant qu'adolescent, vraiment, je trouve que c'est quand même plat de leur servir une écriture, on va dire, surgelée. Une écriture qui n'a rien à leur montrer. Il faut que l'enfant ou le lecteur, n'importe quel que soit son âge, ait envie de lire parce que le fond est bon, mais parce que la forme l'attire et il ne sait pas pourquoi la forme l'attire, mais elle l'attire. Et cette forme-là, ça peut être un plus pour lui au sortir d'une lecture. On parle mieux français, on est plus structuré, et on rêve mieux parce qu'il y a beaucoup de passages descriptifs à l'intérieur. Oui, mais justement, comme tout dans un le réveil, vocabulaire des fleurs. Dans le réveil matinal, voilà. Qui est une histoire aussi bien drôle que dramatique, hein, avec beaucoup de lyrisme Exactement. Dans la description des personnages et des lieux. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cette nouvelle qui commence par un dialogue, qui commence par une rixe? Voilà, à la page 109. Alors là, c'est deux belles sœurs qui se disputent. Et c'est récurrent dans notre société. Oui, là je voulais juste faire... Ça ne fait jamais bon ménage. Hein. Oui, je voulais faire juste un arrêt sur caméra sur notre société, notre nouvelle société africaine, peut-être mondiale, où les générations vivent ensemble. Les enfants, les parents, les petits-enfants, et puis les belles-sœurs. En fait, le désordre familial. C'est vraiment la nouvelle du désordre familial. Vous avez vu cette chambre des enfants, là, les deux belles-sœurs, elles se réveillent. Belle-sœur, c'est-à-dire par abus de langage, parce que l'autre est la petite amie du petit frère de Koukouk, qui lui, il est androgué, proxénète, voilà. Pédophile. Et
Les enfants de cette maison, chacun a son père, parce que Koukouk, elle n'a pas pu faire de longues études, elle n'a pas un bon emploi, elle vend, mais les ventes ne sont pas très bonnes, et puis donc elle mélange ça avec une prostitution qui ne dit pas son nom, et puis ça fait vraiment que c'est compliqué. Et j'ai voulu rendre hommage aux enfants qui ont été violés. C'est le cas de la petite Bitoli qui est victime des attouchements de son oncle Exactement, Bosco. par la déresponsabilité des parents, surtout des adultes. Vous voyez dans les deux nouvelles, c'est que les adultes, dans l'une des nouvelles, l'adulte est responsable et dans l'autre, les adultes sont des irresponsables. Ils sont pires que des enfants. Voilà pourquoi vous n'accusez pas, comment on appelle, Bosco, l'oncle, vous ne le jugez pas. Bon, l'auteur ne juge pas Bosco, l'oncle incestueux. Pourquoi? Non, c'était juste une description, un fait. C'est important de renvoyer à chacun le cambouis, comment on dit, la saleté sociale en face. Parce que tout le monde fait comme si tout allait bien, alors qu'il y a des mots silencieux, avec MOTS et avec MAUX, il y a des mots silencieux, il y a des enfants qui souffrent, il y a des jeunes gens qui vivent des expériences sexuelles, mais pas possibles, avant que l'enfant, dans le fait d'avoir beaucoup entendu les enfants de 4 ans, 5 ans, de 10 ans, il y a des choses qui me sont revenues et j'ai eu vraiment envie d'écrire cette nouvelle. La proximité, où tout le monde dort dans la même pièce parce que justement la misère, la précarité fait qu'on n'a pas de choix avec donc ces oncles. Et puis aussi j'ai voulu montrer que la grammaire est perdue, la grammaire, c'est-à-dire la grammaire du français. Parce que celui qu'on appelle tonton, en fait c'est le copain de maman. Celui qu'on appelle papa, c'est peut-être le petit frère de maman dont le nom figure dans l'acte de naissance, mais qui n'est pas le géniteur, etc., etc. Quand on n'a plus d'identité, on va dire grammaticale, ni d'identité familiale ou génétique, quelle identité on va avoir dans cette mondialisation? Oui, Yvette Gracier-Songué, nous arrivons au terme de notre émission. Merci. Avez-vous déjà une idée des sujets, des envies qui pourraient devenir un roman? Ah oui, j'ai plusieurs manuscrits en ce moment sur, on va dire, tout ce qui concerne le concept de couple et de vie conjugale, puisque je suis conseillère conjugale par ailleurs. Et donc, le consulting, le fait d'écouter, d'être à l'écoute des gens qui sont en couple, me montre qu'il faut absolument mettre plusieurs choses par écrit, en partant des imaginaires, et ça peut aider à sublimer certaines difficultés de compréhension. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions avec Yvette Gracier-Songué. Elle est professeure de français dans les lycées et collèges à Libreville. Merci d'avoir été des nôtres. N'oublions surtout pas que les livres sont la lumière qui guide les civilisations.